C'est parti. Dans un monde où nous sommes recouverts d'informations, saturés d'informations, il faut écouter Lazuli parce que nous vous faisons un petit tri, une petite sélection, que dis-je. Bonjour Noah. Comment vas-tu? Bonsoir. Enfin, Bonsoir plutôt. bonjour. Eh bien, bonsoir, bonjour. On est sur Internet. Le temps n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on va attaquer fort, hein. On va peut-être parler du sang du signe parce qu'on a les Américains et l'OTAN qui commencent à accepter une chose en Ukraine, c'est la supériorité de la production russe. En plus d'une magnifique bataille récemment évoquée par la presse, euh, il faut se rendre à l'évidence, éventuellement, c'est ce que disent les Américains, d'une éventuelle défaite de l'Ukraine. Le mot est sorti. Euh, je ne sais pas comment tu le vois, toi. Comment est-ce que tu le perçois? Est-ce que c'est quelque chose de marquant pour toi? Bon, c'est quelque chose qui est relativement inévitable. On sait que les appareils de production occidentaux, même l'états-unien qui est le plus important, eh bien, n'est pas prêt à soutenir un rythme de guerre, ce qui est celui, que nécessite l'Ukraine. C'est inutile de parler des autres occidentaux, parce que c'est encore pire, en plus de la différence de moyens. Et bah, la Russie, elle, a une industrie, a une base industrielle assez solide qui peut justement supporter l'effort de guerre, l'effort de production. Donc, c'est pas surprenant là-dessus. Bon, dans le côté un peu dramatique de la gravité de la situation et de certains acteurs qui ne savent pas sortir dans leur marotte, entre guillemets, on a Zelensky qui a appelé à des sanctions. Après une attaque de plus de 700 drones sur Kiev, une grande ville qui a été un succès militaire assez important. On a cette déclaration du président. On trouve ça peut-être un peu navrant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est assez triste. Bah, c'est logique, hein. Il s'accroche, il continue de demander ce qui est le plus raisonnable, parce qu'à son échelle, c'est raisonnable, des sanctions économiques, parce que c'est tout ce sur quoi il peut compter de la part des occidentaux. Mais bon, il doit bien réaliser que, pour dire poliment, ça sent très mauvais. Ouais. En tout cas, selon Merkovitch, selon les grands géopoliticiens comme Mersheimer, ils considèrent qu'à moins d'un revirement très particulier, il reste entre 2 et 4 mois cette guerre, et que même ce que pouvaient espérer les Américains, c'est-à-dire un conflit plus long, ça risque d'être non atteignable. Ces objectifs-là ne sont plus du tout atteignables. On a un peu le champ du signe, même si on sait que l'été est une période très particulière à l'Est militairement. Donc voilà. À voir en septembre ce qu'il en est réellement. Oui, c'est ça, parce que bon, ça fait un bon moment qu'on parle de quelques mois à chaque fois, parce que bien sûr les Russes avancent, ils avancent sans cesse, mais lentement. Donc, d'ici quelques mois, j'ai pas de doute, qu'ils auront avancé, mais que ce soit fini, je me permets d'être dubitatif. Bon, en tout cas, on verra. Bon, on aura parlé de cette actualité qui, pour les spécialistes, bon, en même temps, ça arrive de temps en temps, comme tu le faisais me remarquer, marque un changement, marque une évolution dans la guerre, une étape. Dans le registre des trahisons, nous avons l'affaire Epstein et le retournement du directeur de la CIA. Je te laisse ce point-là, Noah. Eh bien, l'affaire Jeffrey Epstein et sa fameuse liste qui avait été, bon, j'allais dire au cœur, mais c'est abusé, mais qui avait été sujet tout de même de, l'élection présidentielle états-unienne de 2024, notamment Donald Trump qui avait promis la publication, de la liste des clients et tout ça. Eh bien, après avoir, promis la révélation de la liste, après avoir brandi des dossiers, devant la Maison Blanche, censés, contenir les noms de la liste Epstein, après en avoir parlé, en avoir partiellement, enfin l'avoir partiellement diffusé. Et bien finalement, on a le patron du FBI et la porte-parole, oui, c'est ça, je crois, la porte-parole de la Maison Blanche, Pam Bondi, qui ont dit, heu: «Jeffrey Epstein s'est suicidé et il n'y a pas de liste». Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que bon, on rappelle, bah, on on rappelle que, comme je l'ai dit quelques secondes plus tôt,
ils étaient censés les avoir. Trump est censé l'avoir eu sur son bureau, la fameuse liste. Et cette explication ne convainc tellement pas, notamment les internautes, bon, qui certes ont une petite tendance au complotisme, mais tout de même là c'est un petit peu gros. Eh bien, ça convainc tellement peu que entre ceux qui se questionnent sur la présence de Donald Trump au sein de la liste, évidemment, c'est une possibilité, hein. Il y a eu des accusations en ce sens, notamment de la part d'Elon Musk, mais il n'a pas été le seul. Enfin, il n'a pas été le premier, surtout. Bon, quant à savoir si c'est vrai, aucune idée. Eh bien, on a des spécialistes, je crois, en cybersécurité, ce genre de choses, qui qui passent aux grandes chaînes états-uniennes, notamment CNN, l'une des 3 grandes chaînes états-uniennes, et qui mettent en lumière ce que des internautes ont relevé par rapport à l'affaire Epstein. On sort un petit peu de la liste pour aller à quelque chose qui est lié, notamment le fameux suicide de Jeffrey Epstein, hem, sur lequel ont été constatés l'absence d'1 minute de vidéo sur les caméras de vidéosurveillance qui notamment surveillaient l'entrée de la cellule de Jeffrey Epstein. Et après, justement, c'était, je crois sur les horaires, sur les horaires justement qui, plus tard, en fait, ont mené à la mort de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que c'est après, cette fameuse coupure qu'il a été, trouvé mort, pas immédiatement après, mais tout de même. Si bien que bon, ça fait monter, les suspicions, les questions et aussi les désillusions, si bien que, certains ironisent, notamment au travers de petits comics, sur le fait que peut-être des forces plus puissantes se cachent, derrière, cette affaire, Epstein, si bien qu'on se retrouve face à un revirement de la part du gouvernement, états-unien. La vidéo qui a un immense succès sur le sujet, voire le plus grand succès sur le sujet, c'est évidemment, des petits malins ont mis, les déclarations de Kash Patel avant la présidentielle où il explique: «Impossible qu'il se soit suicidé. Évidemment qu'il y a une liste et je la publierai dès que je serai au FBI». Et on a juste après, évidemment, mon intervention chez Joe Rogan et ses différentes interventions qui disent: «Non, non, non, circulez, il y a rien à voir, tout va bien». Bon, le contraste est difficile à avaler, surtout qu'on sait avec, Ghislaine Maxwell qui, elle-même a été passée en procès, qu'une partie du carnet a été publique. Donc, on sait qu'il existe. Bon, on a une étrange position du gouvernement, mais j'imagine que des acteurs, comme Bill Gates ou de nombreux acteurs ont pu vouloir, négocier dans les coulisses, Ou avec oui, l'administration. ou il y a J'envie d'autres ou il y a d'autres choses. Ou il y a d'autres choses derrière, c'est possible, mais là on rentre vraiment dans le complotisme pur et dur, Oui, non, non, on mais spécule. Honnêtement, je ne sais oui, bien pas. sûr. Je ne sais pas. Mais j'imagine quand même que si Epstein s'est fait tuer et si Trump a pris 3 tentatives d'assassinat, on peut se laisser penser que des gens assez puissants aux États-Unis ont du pouvoir, un pouvoir suffisant pour étouffer cette affaire. Oui, bien sûr. Pardon. Mais moi, ce que ça m'évoque justement, encore, lié à Trump justement, c'est qu'il avait promis pour son premier mandat de, révéler, d'ailleurs je sais même pas s'il l'a fait pour celui-ci, de déclassifier les affaires sur la commission Warren et tout ça et de faire la lumière sur, l'assassinat de Kennedy. Donc ça a été fait, J hein. Finalement ça a été ouvert pour son Il a, deuxième mandat? il y a, je crois que, pardonnez-moi si je me fais une erreur, mettez-le dans les commentaires, plus de 20 000 pages, ou entre 20 et 50 000 pages Mmh. sont publiées. Évidemment, le problème, c'est que l'IA a beau être performante, 50 000 pages sont très longues à traiter. On a néanmoins une intervention chez Tucker Carlson de RFK, donc le Le neveu le neveu qui lui parle des résultats et qui dit que les résultats, en fin de compte, sont assez proches de ce que disaient les complotistes de l'époque. Qu'effectivement, j'ai oublié le nom du président. Enfin voilà, on pourra revenir une fois sur cette affaire en détail Gerald parce que c'est Ford? vrai qu'elle est le Enfin président qui a non, suivi justement Johnson. Johnson serait impliqué et plus largement la CIA. Bon, le problème c'est qu'évidemment la CIA génère beaucoup de fantasmes, mais les services secrets savent comment éliminer des gens. Et ils étaient relativement menacés par Kennedy, ce qui peut expliquer les événements.
dans leur indépendance, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il avait promis de, justement déclassifier ça pour son premier mandat. Oui, ça n'a pas été fait. Il l'a finalement pas fait, probablement parce qu'il a vu que ça devait sentir un peu trop mauvais, et là, bon, bah, c'est bien, hein, pour le coup, pour son deuxième mandat, il a choisi de les déclassifier. C'est vrai qu'il l'avait annoncé et qu'il y avait eu l'annonce, mais j'avais plus vu de nouvelles derrière, probablement parce que le machin est trop long et trop chiant pour que les gens en parlent. Heu, Braves sont ceux qui s'y sont collés, à sa lecture, à ce rapport. Mais bref, ça m'y avait fait penser. Mais il y a beaucoup de déceptions à avoir chez Trump. Il a fait énormément de promesses, il n'en a pas tenu tellement de ça. Je crois que le groupe MAGA peut être mécontent, il ne devait pas être militariste, il a quand même attaqué l'Iran. Il devait arrêter le conflit ukrainien en 24 heures. Il devait relâcher un certain nombre d'informations, il devait diminuer les dépenses. Après, oui, justement, la question centrale, c'est surtout, le recentrage sur les États-Unis, la diminution des dépenses. Pour ce qui est des dépenses, notamment de l'aide à l'Ukraine, il a fini par la stopper. Bon, faut voir combien de temps ça a pris et à quel point elle est vraiment stoppée. Sauf que derrière, les aides à Israël continuent. Effectivement, il y a eu, l'intervention éclair, on va dire, contre l'Iran. Bon, effectivement questionnable, mais c'est surtout le côté, où on augmente les dépenses militaires et on met les bouchées doubles, on profite des économies faites par le Doge et puis, on remet le paquet pour pouvoir tenir à la dragée haute, à la République populaire de Chine. C'est vrai que, ça doit mal passer auprès de beaucoup. Bon, pour être précis, 77 000 pages ont été, sur l'affaire Kennedy, ont été relâchées depuis le 18 mars en 4 vagues. Donc on a un certain nombre d'affaires. Bon, j'imagine que des gens épluchent. Je ne sais pas si tout le contenu a été relâché dans la nature. Je trouve qu'on a une très belle illustration dans ce qu'on traite là, de la difficulté de Trump à trouver un équilibre entre ses tendances qu'il a à l'intérieur de lui et dans son entourage, isolationniste, et ses besoins de s'appuyer sur l'appareil impérial. On a cette tension-là, parce que quoi qu'on en dise, la situation américaine est très difficile, et très dépendant de l'étranger, qui a un appareil militaire extrêmement lourd, extrêmement coûteux, un État exorbitamment coûteux, 7 000 milliards par an. Il se retrouve dans une course contre la montre. Il n'a pas réussi avec le Doge à arrêter ses dépenses à la vitesse qu'il espérait, étant donné que le Doge n'a arrêté que 150 milliards, je crois, ce qui est une somme 160, très... oui, à peu près. 160, on est très loin des 2000 milliards qui devaient être atteints assez rapidement En et 2 peut-être ans, plus. tout de même. Et Très bien, bon, le Doge existe toujours, il est juste plus présidé a priori par Elon Musk. très bien. On a quand même un ralentissement des positions de Trump qui doivent peut-être céder ses difficultés à son comportement, à ses méthodes, peut-être un peu trop agressives pour un monde en changement où le pouvoir américain décline. C'est ça, mais il y a aussi une part de réalisme, c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur la puissance que recèlent encore les États-Unis serait, bon, non pas idiot, mais plutôt du gâchis. C'est-à-dire qu'il fait l'usage des leviers dont il dispose, tout aussi critiquable qu'il soit, hein, bien sûr. Donc, s'appuyer sur la puissance du dollar, l'appareil militaire états-unien, j'ai envie de dire, il coûte, autant l'utiliser et prouver son efficacité. C'est relatif, avec le cas de l'Iran, comme on l'a vu. Donc, oui, effectivement, il n'est pas du tout dans une situation facile. Et bon, comme on le dit à chaque fois, hein, mais on est qu'au début de son mandat, hein, il y a que, 1/8 de son mandat qui est passé. Il a encore du temps et surtout il n'aura pas à faire campagne, à partir de la moitié de son mandat. Donc peut-être qu'il sera concentré sur les affaires de l'État jusqu'au bout. Faut voir sur le temps pas long pour son cas, mais le temps moyen, plus ou moins. Tout à fait. Bon, on a parlé un petit peu du côté américain, parlons un petit peu de la France qui elle, se trouve dans une situation quand même assez difficile. On a parlé de la braderie à l'Est, j'ai envie de parler de la braderie à l'Est, particulièrement la French braderie ou la braderie baguette, parce que honnêtement, la France ne se porte pas très bien. Il y a des déclarations extrêmement fortes. Pourriez-vous Oui, pardon. préciser ce que vous attendez? Oui, excuse-moi. Petit problème technique, je m'en excuse. On a Claude Maluret qui a pris la parole à l'Assemblée, président de... Excusez-moi. Secrétaire d'État chargé... Non, pardon, excusez-moi. Bon, un haut dignitaire de la politique française qui a pris la parole pour souligner que le mensonge et le n'importe quoi dirigeaient la France, qu'on n'était plus capable de faire quoi que ce soit à part parler. Il l'a dit devant le Premier ministre,
Monsieur Bayrou, et il a souligné qu'après rien ne fonctionne en Occident et qu'on est absolument ridicule, ce qui m'a fait beaucoup de bien. On a un certain nombre de personnages, bon, c'est un personnage qui est déjà âgé, hein, qui, a, Twitter. qui, a- qui sont un peu sur les fins de carrière et qui font des déclarations assez tonitruantes. Plus intéressant, je trouve, enfin, dans la même veine, l'ancien gouverneur de la Banque de France et ancien président de la Banque européenne et du FMI s'est exprimé sur un média indépendant, sur Internet, pour souligner que dans la même veine, on était dirigés par une propagande et l'incompétence absolue, ce qui m'a aussi réjoui. Il explique en plus ou moins 2 heures, expliquant qu'on était dirigés par des guignols. Je pense que, vu la stature du personnage, on s'y connaît en gestion de l'État. Et voilà, donc on a un certain nombre de personnages qui se sont exprimés assez durement. Je vais aller assez court sur le marché de l'électricité parce qu'effectivement, on en a déjà parlé. On a Henri Proglio, l'ancien dirigeant d'EDF, qui explique simplement que la France vend de l'énergie à perte et donc va avoir un de ses fleurons industriels, enfin énergétiques, le fleuron énergétique, probablement se casser la pipe. On a un certain nombre de personnes qui s'expriment de façon assez agressive et une déclaration beaucoup plus importante, je trouve, qui incarne un tournant, je crois, et quelque chose d'extrêmement inquiétant, un phénomène particulièrement inquiétant. J'aimerais le souligner. On a une accusation nette du Sénat qui accuse Bercy de saboter sciemment des dispositifs antifraude et de bloquer toute forme de protection face à cette fraude, ce que d'autres pays ont fait. Spécifiquement la fraude Cum, fraude, bon, c'est... Je vais essayer d'expliquer, je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est, mais quand même expliquer un petit peu la situation. C'est une disposition légale qui permet aux actionnaires étrangers, qui assure que les actionnaires étrangers payent les impôts sur les dividendes qu'ils font en France. Le gouvernement, contre la volonté du Parlement, et en bloquant des interventions du Parlement et du Sénat, fait passer une disposition qui permet de bypasser ce problème. On parle quand même d'une fraude d'au moins 2 milliards par an. Depuis longtemps, l'université de Mannheimer explique que ça ferait pour 33 milliards d'euros. Attal, en 2023, souligne qu'il y a 2,5 milliards d'euros qui ont été perdus l'année elle-même sur cette fraude. Toutes les banques françaises sont concernées, dont le Crédit Agricole, qui admet avoir participé à la fraude. Le rapporteur en question, excusez-moi, Jean-François Husson, sénateur et rapporteur général du budget, souligne qu'il a été à Bercy pour se faire entendre, parce que ce que la loi lui permet, et demander ce qui s'est passé. Et on lui a expliqué, l'administration a expliqué, la fédération bancaire, donc le lobby de la banque, a fait la demande de cette application. Et l'administration, par 2 fois, donc en commission et par des fonctionnaires spécialisés, demandait à l'État de ne pas passer cet ajout administratif. Mais ça a été fait et le Sénat s'affirme assez strictement. Le gouvernement, contre le Parlement, fait passer des lois scélérates. Ce qui est quand même, je crois, soit une première, soit on n'a plus vu ça depuis très longtemps. Oui, on est sur quoi? On n'est pas forcément sur, conflit d'intérêts, mais on est sur quelque chose qui se rapprocherait peut-être de la corruption Ah ou, ouais. heu, on est sur de l'illégalité pure. C'est-à-dire qu'on est sur l'État qui fait pression ou qui manœuvre pour ne pas faire appliquer ses propres lois. Enfin, dans quel pays on vit? Un exemple intéressant de M. Husson. M. Husson fait passer une proposition de loi. Après avoir plusieurs refus par des manœuvres administratives, le gouvernement fait passer une contre-disposition dans les temps, furtivement, qui vide de sa substance sa proposition et permet de continuer les fraudes. Il fait même intervenir le Conseil d'État, espérant que le Conseil d'État défende le gouvernement face au Sénat. Donc on a quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Un Sénat plutôt combatif sur ce point-là, je ne sais pas sur le reste, qui est face à un gouvernement qui ne respecte pas les choix du Parlement. Intéressant. Le Sénat, surtout depuis, 2022, donc depuis le 2e mandat d'Emmanuel Macron, qui est dominé, Sénat qui est dominé par les Républicains,
se veut un peu le chantre de l'opposition, et je pense le meilleur moyen pour eux de se démarquer de la Macronie, du centre et de faire comprendre aux gens: «Regardez, on n'est pas comme eux». Mais de fait, c'est vrai qu'ils mènent des commissions d'enquête, enfin, ils font des commissions d'enquête, hem, ils, heu, ils font des remontrances, ils pointent des dysfonctionnements dans le fonctionnement général de l'État. C'est pas la première fois effectivement qu'on entend parler du Sénat, pour dénoncer le fonctionnement, de l'État et de la Macronie. Ça sera probablement pas la dernière fois, mais bon, bah, si, l'État s'en fiche, Emmanuel Macron s'en fiche, et le gouvernement avec, aussi. Très probablement qu'il y a des pattes qui sont graissées dans le tas, hein, parce que sinon, j'ai envie de dire, qui qui a encore, une once de probité, dans ce panier de crabes, qu'est la politique française? Peu sont les heureux. En tout cas, moi, je trouve que c'est un palier en plus qui va vraiment. On se demande parfois est-ce qu'il y a une part importante, il y a une part trop importante. C'est déjà trop de nos politiciens qui sont soit mauvais, soit nuls. Là, on a quand même, je trouve, une preuve de corruption pure et dure, quoi. On a une malignité contre la loi, contre l'avis du Parlement, contre l'avis du Sénat. Le gouvernement choisit de permettre des fraudes fiscales. Étonnant. Qui permettent aux banques de s'engraisser assez sérieusement. Bah, l'État pourrait être la cible d'une action en justice, sauf que les actions en justice contre l'État, en général, ça aboutit pas. Il y a des fois où ça arrive, mais c'est plutôt rare. Heu, Parce que, bah, l'État, l'État en France, on parle d'instrumentalisation de la justice ou de séparation des pouvoirs. La justice en France n'est pas indépendante, ne serait-ce que par le système des procureurs de la République qui, sont nommés par le gouvernement, bref, contre l'État en France, c'est compliqué de gagner, surtout quand celui-ci, bah, est pourri. En tout cas, il faut avoir le courage de désigner les malfaiteurs, mais il faut aussi avoir la force et le respect pour ceux qui ont été des bons serviteurs de l'État. Un personnage reconnu par Mélenchon, reconnu par des gens qui sont donc d'autres bords politiques, comme un grand homme. Comme un grand homme, on a la mort donc d'Olivier Marleix. C'est ça. Olivier Marleix, donc, qui avait, été le président des Républicains de 2022 à 2024 et qui, s'était surtout fait connaître pour avoir mené une enquête, dans le cadre de la vente d'Alstom, enfin du moins de la branche énergétique d'Alstom, à, l'entreprise états-unienne General Electric, où il avait directement mis en cause Emmanuel Macron. Si ma mémoire est correcte, il avait parlé même d'un pacte de corruption et il avait dit assez clairement que, Emmanuel Macron avait fait des choses pas nettes, où, il n'avait pas été totalement clair. Il avait fait jouer ses intérêts pour aboutir à la vente de la branche énergétique d'Alstom. Je crois qu'il y avait des sommes qui étaient invoquées, de l'ordre de 600 millions d'euros, pour je ne sais plus quelle raison. Je ne vais pas dire que ça a fini dans la poche d'Emmanuel Macron parce que ce ne sont pas ce que les comptes diraient, mais il y avait eu de grosses sommes apparemment d'impliquées et c'est quelqu'un qui avait continué, de se montrer assez critique vis-à-vis de la Macronie et du camp présidentiel, notamment, bah, sur la question de dérapage budgétaire. Heu et sur la question de souveraineté énergétique et industrielle, pour ce qu'il reste de l'industrie en France. Hem et au moment de sa mort, c'est-à-dire, bah, le, ce 7 juillet, où il a été retrouvé, mort chez lui après le signalement de membres de sa famille qui n'avaient pas reçu de nouvelles et qui s'inquiétaient. Ben, il était, a priori en préparation avec d'autres personnes, heu, sur l'écriture d'un ouvrage supposé sortir, d'ici la fin d'année, où, il avait rendu quelques jours plus tôt, moins d'une semaine plus tôt, hein, il me semble, une version corrigée de sa contribution, à l'ouvrage. On l'avait d'ailleurs vu, 5 jours avant, la date de sa mort, effectuer une allocution a priori à l'Assemblée nationale.
Curieusement, il semblait pas particulièrement déprimé ou dépressif, ou ce genre de choses. Enfin bref, les signes avant-coureurs que, quelque chose ne va pas et qu'on peut être poussé au suicide. Parce que, pour l'instant, c'est, le suicide qui est, la piste du suicide qui est retenue, enfin retenue, qui est privilégiée par, l'enquête qui commence. On a bien évidemment eu, tous toutes les, grosses figures de l'alternosphère, bon, bien sûr, en mal, comme, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, je ne sais pas, mais bref, les grosses figures qui, sont allées poser des questions sur l'origine de sa mort parce que, bah, elle est, elle questionne, tout comme celle de Éric Denocé. On est sur un nouveau suicide, un suicide qui a priori sort de nulle part. Heu, on verra bien ce que donnera l'enquête. Mais ça soulève à nouveau des questions parce qu'on est, bah, tout comme avec monsieur Donessé, sur une figure qui se voulait assez critique de l'alignement français, sur, la position états-unienne, l'OTAN, hem, bien sûr pas aussi, en rupture que monsieur Donessé, mais qui avait une position qui pouvait au moins, déranger pour ne pas dire plus, le camp présidentiel. Bon. À voir ce que sa famille en pensera, parce que, à l'inverse de celle de monsieur Denessé, elle ne s'est a priori pour l'instant pas exprimée sur ce qu'elle pensait. Bon, moi je me permets de me poser des bonnes questions. Heu, je pense pas que le temps, m'offrira satisfaction malheureusement, mais ça c'est mon esprit complotiste. Disons qu'il faut saluer les personnes qui ont servi l'intérêt collectif. Il semble avoir été un député et un politicien correct, de bonne facture. Tout le monde, tous les son entourage et ses opposants reconnaissaient sa droiture et son investissement. Saluons en tout cas sa mémoire. Oui, c'est ça. Bah, c'était comme, quel, oui, c'est un peu comme Michel Barnier, on va dire. Bon, Michel Barnier n'est pas mort, mais quand il avait été Premier ministre, il était apprécié d'à peu près tout le monde parce qu'entre autres, il était du type à dialoguer. Olivier Marleix, c'était autre chose, mais il a eu droit à l'hommage de, presque tout le monde, on va dire, des figures importantes de l'Assemblée nationale. Bon, on pardonnera d'avoir un peu moins de considération pour la figure de Barnier. Et en parlant de personnes pour lesquelles on a encore moins de considération, on va parler de l'analphabète de l'Assemblée, qui est devenu c'est peut-être le futur remplaçant de Sandrine Rousseau, Monsieur Delogu. Et ces petites frasques qui, n'empêche, ont fait peut-être les magazines. Effectivement, bon, c'est une information qui date un petit peu parce que, elle doit avoir à peu près, 1 semaine et demie, 2 semaines, mais Sébastien Delogu a, à l'occasion d'un voyage en Algérie, hem s'est retrouvé par 2 fois au moins dans une position embarrassante. C'est-à-dire la 1re fois en, remerciant dans une vidéo, je ne sais pas si elle était, enfin, originaire d'Instagram ou d'un autre réseau social, où il a remercié une entreprise algérienne qui lui a permis de bien faire son voyage. Bon, normalement les députés n'ont pas le droit de faire la promotion d'entreprises privées ou ce genre de choses. Voilà, a priori là, il est en rupture avec la légalité et ensuite, moins embarrassant du point de vue légal, c'est son passage à la télévision nationale algérienne où il a notamment critiqué la position française vis-à-vis de l'Algérie, par rapport à la guerre d'Algérie évidemment, sur le fait que, si eux, donc la gauche et les filles arrivaient au pouvoir, il y aurait des changements de ce point de vue-là et où en gros il laissait sous-entendre qu'il aimait beaucoup l'Algérie avec potentiellement, bon, ça a l'air plus d'être de l'extrapolation, potentiellement une volonté d'acquérir la nationalité algérienne, parce qu'il a une partie de sa famille qui justement est originaire d'Algérie, même si c'est un Marseillais de naissance. Bon, Moi, j'ai des informations importantes à dire là-dessus. Premièrement, il a embrassé le drapeau algérien
sur la télé publique algérienne. Moi, j'ai compris quelque chose que personne n'a vu, parce que je suis un être particulièrement perspicace. Simplement, il ne lit pas très bien. Il s'est cru en France. Parce qu'à l'aéroport, il a cru voir Charles de Gaulle, comme il ne sait pas lire correctement. Et comme en bon député français, il a confondu les deux. Parce que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de la France qu'on a quand même un député de la nation qui va embrasser les pieds d'une autre nation. Bon, vous allez me dire, il y a eu Georges Marchais, il y a eu les Russes, mais c'était pas écrit dessus. Là, c'est nouveau, donc on peut peut-être, je crois, soit réformer l'accès à la députation, parce que je ne vois pas pourquoi un Chinois, un Philippin ou un subsaharien n'aurait pas le droit d'avoir la députation. Et je pense qu'il faut tout simplement simplifier toute la structure citoyenne et d'accès au Parlement. Et je pense qu'il faut solutionner ça simplement, mon bon Noah. En parlant d'embrasser un drapeau étranger, ça m'évoque aussi, une autre de ses camarades qui est Rima Hassan, qui elle, le fait au Parlement européen où elle fait alors j'allais dire elle fait la promotion, non, on va pas dire ça, on va dire qu'elle prend la défense, elle se fait l'avocate, justement de l'État algérien où, justement elle remet en question, la désignation de l'État algérien comme dictature militaire. Ça fait doucement sourire, heu, à se demander si elle est véritablement eurodéputée française, ou si elle n'est pas eurodéputée, musulmane de manière générale. Parce qu'elle fait surtout la défense slash la promotion de l'Algérie, de la Palestine, quand ce n'est pas du Hamas. Donc Je bon, en serais, termes de député antinational, je trouve que c'est pas trop mal. Bah, disons que c'est étonnant d'avoir, c'est anormal en théorie, si on accepte le carcan national, d'avoir des députés qui défendent ou qui affirment leur filiation à des nations étrangères. Bon, ça me semble la moindre des choses. Je dois avouer que la déclaration de Madame Hassan, Rima Hassan, qui explique que l'Algérie est un havre de paix et le pays de la liberté, me fait doucement sourire, vu que c'est une dictature militaire. Bon, je crois que ces personnages sont avant tout des personnages TikTok. Ou en tout cas, j'aime à le penser. Je me trompe peut-être, mais si ça devient une tendance plus profonde, je pense qu'il faut supprimer le Parlement. Ce sera plus simple. Une proposition bien inquiétante. Mais, c'est justement les frasques de monsieur Delogu, ont, mené, la France insoumise, ou du moins son compte Twitter, à, devoir réagir. Si bien que, le compte Twitter de la France insoumise a en gros dit: «Les propos de monsieur Delogu n'engagent que lui, ne représentent pas le groupe La France insoumise». A priori, c'est déjà arrivé, voilà, il parle de façon personnelle. Après tout, il exprime entre autres son affection pour l'État algérien. Il en a bien le droit à titre personnel. En tant que député, c'est plus questionnable. Ce à quoi, la France insoumise a eu le droit à une bonne tempête de caca, pour le dire à la bonne française, de la part de franco-algériens, et de personnes pas très contentes justement et qui ont vu ça comme un désaveu. Parce que c'est à moitié, mais pas vraiment. C'est pas comme si la France insoumise avait dit que les positions de Delogu, étaient, contraires, à celles de la France insoumise et tout ça. Mais, certains n'ont semble-t-il pas apprécié, ce cette distance, mise à l'égard du, député marseillais, heu, pour ces propos. En tout cas, on peut quand même admettre que il semblerait que la LFI prenne un peu le rôle qu'a eu le RN depuis les années 80, d'être les parias auxquels on trouvait bien un membre ou un député ou autre qui avait fait un salut ou dit quelque chose de travers. Sans le côté marrant de la LFI, on se sent, qui est quand même vachement plus drôle, faut être honnête, moi je trouve ça vachement plus marrant. On a l'impression d'une inversion des polarités dans l'espace français, même si on le rappellera quand même que la LFI aura permis à de nombreux marcheurs, donc du groupe d'Emmanuel Macron, comme anciens du PS comme François Hollande ou Madame Beaune, d'avoir des sièges. Donc on a des parias qui sont quand même, qui restent dans les sociogrammes et les organigrammes du pouvoir. Voilà. C'est ça, Pour résumer la ce situation. sont des escabeaux, sont des d'autres idiots utiles, tout comme l'ont été, des épouvantails, mais bien des idiots, par contre pour certains.
Ça y a pas de C'est souci. des idées utiles pour reprendre la phrase de Marx, évidemment. Alors, en parlant d'institutions, on a des nouvelles informations sur la commission contre l'islamisme qui a suivi le rapport commenté par le président qui soulignait qu'il allait prendre en charge cette situation, comme il le fait à chaque fois, soit en même temps je vais m'en occuper, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais rien faire. Bon, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce qu'on a des informations sur l'avancée de cette commission? Eh bien, il y a 6 jours, on avait eu, la socialiste Sophie Pantel qui avait accédé à la présidence de la commission, donc qui est une commission qui avait été demandée surtout par la droite et sans trop de surprise qui visait surtout, la France insoumise. Donc c'est une commission visant à, exposer les éventuelles pratiques clientélistes ou à prévenir le risque d'entrisme lors des futures élections. C'est assez flou, c'est assez vague, mais on peut avoir une petite idée, des objectifs de la commission. Eh bien, cette socialiste, qui était la seule membre, socialiste, de la commission, a démissionné. D'après les propos de députés des Républicains, elle l'aurait fait sous pression, de la part de enfin, sous pression de députés, La France insoumise, qui l'auraient, on est bien sur le conditionnel, menacé de mettre contre elle aux prochaines élections, eh bien, quelqu'un, faisant que, bah, la gauche serait divisée et elle, pourrait ne pas, à nouveau remporter sa circonscription. Donc, on est, dans une situation assez tendue, mais on a aussi la gauche qui critique le fait que cette commission, elle n'est pas, vraiment, paritaire, dans sa composition. On a peu, voire pas de membres de la gauche, notamment de la France insoumise. Ce sont surtout des républicains, des membres de la majorité et je ne crois pas qu'il y ait, si, il y a des membres de l'UDR, donc le parti d'Éric Ciotti et du Rassemblement national dans la commission. Mais le problème, c'est que, la deuxième personne qui était derrière Sophie Pantel pour être président de la commission, c'est Aymeric Caron et a priori, c'est lui qui va être choisi ou qui, à l'heure actuelle, a été choisi pour présider cette commission. Inutile de préciser que monsieur Aymeric Caron, est un petit peu, lié à ce genre de choses, voire, peut-être y est-il mouillé, ce qui, On pose des peut le, questions. on peut le dire très franchement, Aymeric Caron pense que toute attaque ou toute déclaration d'un problème islamiste en France relève de la fabulation la plus totale. Et voilà. Et on a aussi dans la même veine, une convocation d'un nouveau, conseil. Alors je crois pas que c'est un conseil de défense, mais c'est un conseil auprès d'Emmanuel Macron, justement sur la question de l'entrisme islamique, oui, islamique ou musulman, justement en France pour, j'imagine avoir un nouveau rapport. Bon, qu'est-ce qui pourrait être différent cette fois-ci? J'en sais rien, mais il semblerait que des choses s'activent, ça s'active mollement, ça gesticule surtout, on dirait. Bah, en tout cas, moi je trouve qu'il faudrait une commission pour vérifier si toutes ces commissions fonctionnent et éventuellement une commission pour la contrôler. On est dans l'inaction, c'est ce ont souligné les différents acteurs dont on a parlé aujourd'hui. On a donc un statisme, un immobilisme, un déplatérage absolu en Occident, mais comme hier et comme demain. Mon bon Noah, je te souhaite une excellente soirée. Je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Dans la société des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.